Marion Sigaud, merci d'accepter d'accorder une interview à Mediapresse Info. Bonjour Alain Scada, toujours contente de vous voir. Merci beaucoup. Marion, nous nous étions d'ailleurs vus il y a quelques heures à peine, quelques jours à peine, pour l'hommage à Sainte Jeanne d'Arc. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure, puisqu'il y aura une actualité aussi concernant Sainte Jeanne d'Arc à Saint-Pétersbourg, sur laquelle on reviendra. Mais tout d'abord, je voulais traiter avec vous un sujet lourd, un sujet, disons, qui préoccupe beaucoup de parents, et à juste titre, c'est cette explosion de lectures destinées aux enfants par des drag queens, des contes transgenres et autres spectacles, pseudo-spectacles destinés à éveiller les consciences des enfants sur le gender. Voilà, je voulais votre avis sur le sujet parce que vraiment, on a l'impression que ça se multiplie. Toutes les semaines, il y a des annonces de tels spectacles, y compris organisés avec les écoles, avec les établissements scolaires. Donc voilà, je voulais votre avis sur le sujet. C'est l'accélération du plan. C'est l'accélération du plan. Le plan, c'est la sexualisation des enfants, c'est-à-dire que la sexualisation des enfants, c'est la destruction de l'enfance, puisque l'enfance est la période de la vie précisément qui précède la sexualité, qui précède l'éveil à l'amour, l'éveil à l'amour, l'amour de l'autre, à l'amour, à ce qui sera l'amour conjugal. Donc la sexualisation des enfants, c'est la destruction de l'enfance. Je vois que le plan qu'on connaît depuis, ça fait environ une centaine d'années que ce plan est élaboré, ça sera le sujet de ma conférence cet après-midi. Là, il arrive à un stade d'accélération parce qu'il est en partie éventré. Parce que grâce aux travaux de la merveilleuse Judith Reisman, ces horreurs ont été mises sur la place publique. Donc de plus en plus, le crime en cours est dénoncé et je pense que le système est en train d'accélérer pour avoir le temps d'arriver à ses fins. Arriver à ses fins, c'est faire de tous les enfants des monstres sexualisés qui ne pourront plus penser à autre chose. Alors on a dit que pendant longtemps, la morale sexuelle consistait à taper sur les doigts des enfants qui touchaient à touche pipi. Le rôle d'une éducation, c'est quand même de mettre des cadres, de mettre des normes, de mettre des barrières. Là, le principe qui est promu par les Nations Unies, parce que c'est les Nations Unies qui promeuvent tout ça, c'est de dire, si tu as envie, tu as le droit, et si tu n'as pas encore envie, ben on va te donner envie, puis ensuite tu auras tous les droits. C'est véritablement une entreprise de destruction de l'humanité par la destruction de l'enfance, et cette multiplication de spectacles de drag queen qui est absolument, mais c'est immonde, c'est moche, c'est laid, c'est l'accélération du système qui sent que la chose est en train de lui échapper. Qu'est-ce que vous diriez aux parents, justement? Parce que ce qui est inquiétant, c'est que beaucoup de parents, finalement, ne réagissent pas. Il faut attaquer. Je pense qu'il reste des lois sur l'attentat à la pudeur, il reste des lois sur la protection des mineurs et il faut demander qu'elles soient appliquées. Je pense que d'abord les parents sont suffoqués. J'en sais quelque chose, c'est que ça fait très longtemps maintenant que je suis au courant de ce qui se prépare, et tous les parents à qui j'en ai parlé me disent « mais non, mais ils sont incrédules, mais c'est pas possible, et puis quand ils commencent à comprendre que c'est possible, mais qu'est-ce que je peux faire? Il faut se mettre à plusieurs, il faut se... Alors, je voudrais dire un mot là, j'ai vu une intervention de Greg Toussaint qui dit « maintenant, ça suffit, touchez pas à nos gosses », et il vient de subir une attaque en règle, et sa dernière intervention, c'est de dire « je suis à présent menacé d'un procès, on menace de me mettre en prison », parce qu'on dit homophobe, etc. Greg Toussaint a dit les mots qu'il fallait « ne touchez pas à nos gosses ». Votre propagande homosexualiste, pas à l'école, pas chez les gosses, bas les pattes. Donc là, Greg Toussaint, qui est vraiment... c'est le talent incarné. Oui, c'est l'occasion de dire notre solidarité à tous par rapport à... Ah mais absolument, je le dis haut et fort, ma solidarité, par son appel, j'y souscris complètement, ne touchez pas aux gosses, ne touchez pas aux gosses. Et là, je pense que nous sommes à la veille d'une prise de conscience des parents, et quand les parents prendront conscience, il se passera dans les années 2000 ce qui s'est passé en 1750. 1750, c'était la marche rouge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les parents ont compris qu'on s'en prenait à leurs gosses, ils ont sorti les bâtons, ils ont sorti et il y a eu des morts.
Et c'est pas à l'honneur de la royauté, la façon dont ça s'est terminé, mais en tout cas c'est à l'honneur du peuple français de s'être soulevé pour mettre un terme à ces enlèvements odieux. À l'heure actuelle, il n'y a pas besoin d'enlever les enfants, ils sont d'ores et déjà enlevés puisque l'école est obligatoire. Hein? Donc les enfants vont à l'école, les parents sont en train de prendre conscience de ce qui se passe. Il y a des collectifs qui se mettent en place. Il y a des collectifs qui se mettent en place. Il faut absolument... Il reste des lois sur l'attentat à la pudeur. Il reste ces lois. Il faut exiger qu'elles soient appliquées. Il faut exiger qu'elles soient appliquées. On ne montre pas du sexe à des gosses. Pourquoi ? Parce que... Et si vous voulez qu'on en discute, on en discutera une fois que vous aurez arrêté. Et on ne pousse pas les enfants à changer de sexe, à croire que c'est un jeu. Non, mais changer de sexe, ça ne veut rien dire. Personne au monde n'a jamais changé de sexe. Ça n'existe pas. Donc faire quoi ? Alors, il joue sur les mots. On ne change pas de sexe, on change de genre. Le genre, c'est le sexe des mots. Hein ? Un mot, il n'est pas de sexe féminin ou masculin, il est de genre féminin ou masculin. C'est une traduction de l'anglais, une mauvaise traduction de l'anglais en disant les études de genre. Je suis désolé, les études sur le sexe, on a un sexe non pas assigné à la naissance, mais à la conception. On a un sexe qui nous a été assigné par le bon Dieu à la conception. Et on le gardera toute sa vie. Cette espèce de... Alors, faire croire que des enfants peuvent demander à changer de sexe ou à changer de genre sans qu'on leur ait inculqué, non mais sans blague. Non mais sans blague. Est-ce qu'on peut savoir où ces enfants qui font des pseudo-demandes de changement de genre, par qui ils ont été influencés. Voilà, exactement. Ce n'est pas spontané, ce n'est pas... Évidemment, c'est toute une propagande. Alors moi, je vais vous faire un aveu. Quand j'avais 11 ans, j'avais une grosse voix, parce que je meurs, et je m'étais amusée, parce que maman, elle avait trouvé ça joli, elle m'avait coiffé à la Ginseberg, comme on disait. Ginseberg, dans À bout de souffle, elle avait 1,5 cm de cheveux sur le caillou. Et moi, je me suis amusée à me mettre 1,5 cm de cheveux sur le caillou. Et quand j'avais une grosse voix, si je me mettais en pantalon, on me disait jeune homme. Et je m'amusais beaucoup avec ça. Ça serait aujourd'hui. On vous prescrirait... On me prescrirait des machins. Alors que j'ai joué à ça pendant 2-3 ans. Et puis le premier garçon qui m'a dit que j'étais la féminité incarnée. J'ai trouvé le plus beau du monde. D'accord ? Parce que j'avais pas des cinglés à l'époque qui m'ont dit du moment que... C'est même pas que je voulais changer de sexe. Je m'amusais à passer pour un garçon, c'était rigolo. Un jour, je sors des toilettes de filles. On est en vacances. Quelqu'un dit, mais vous, c'est là. Rigolo. Alors comme j'étais toute jeunette, j'étais plate comme une limande, c'était plus facile. Quand j'ai commencé à prendre des rondeurs, ça ne passait plus. Mais voilà, c'est les jeux de l'enfance, mais aller prendre ça au sérieux et faire croire. Alors, non seulement que c'est possible, mais que c'est un droit. Et un droit qui va passer derrière le dos des parents. Il faut comprendre une chose, et ça, quand j'ai compris ça, je pense que j'ai décroché la timbale. Il faut comprendre que l'horreur absolue, c'est ce qu'on appelle les droits de l'enfant. Tout le monde s'est fait avoir par la notion de droit de l'enfant, en disant maintenant on va respecter les droits de l'enfant. Et il y a quelqu'un récemment qui est intervenu sur mon blog en disant mais enfin comment pouvez-vous vous en prendre aux droits de l'enfant? Non, c'est même pas ça. La personne m'a dit il n'y a pas de droit des parents, les parents n'ont que des devoirs. Et bien j'ai dit je vais vous expliquer madame, vous avez des devoirs vis-à-vis de vos enfants. Votre mari vous a quitté, vous avez toujours des devoirs. Vous êtes obligé de travailler toute la journée, vous avez toujours des devoirs vis-à-vis de vos enfants. Et bien vos devoirs vous ne pouvez plus les remplir. Parce que votre enfant, il ne vous voit pas suffisamment souvent, parce que vous n'arrivez pas à lui donner le niveau de vie auquel il a droit à une chambre, et vous êtes obligé de le faire, de coucher d'elle. Il a tous ces droits, vous ne pouvez pas les respecter, ben on va vous l'enlever. Vous n'avez que des devoirs, vous n'avez pas de droits. Votre enfant, lui, il a le droit d'avoir le confort, il a le droit d'être sexualisé, il a le droit de fréquenter qui veut, vos enfants ont des droits, vous n'avez que des devoirs, ben on vous l'enlève. Et à l'heure actuelle, il y a un drame épouvantable en France qui est en train de non pas de prendre de l'ampleur, mais dont la révélation prend de l'ampleur, c'est les arrachages des enfants des foyers où, sur signalement, ça passe toujours par des réseaux absolument abominables, sur signalement de soupçons de maltraitance, des enfants sont arrachés à leur famille pour être placés on ne sait pas où. On ne sait pas où. C'est une horreur, ça s'appelle des enlèvements d'enfants à grande échelle. Alors quelqu'un m'a dit, mais c'est pas des enlèvements puisque c'est sur décision de justice. Ben voyons, c'est pas des enlèvements puisque c'est des gendarmes. Ben voyons, c'est pas des enlèvements. Et c'est un drame qui couve et qui va exploser. Alors il y a un collectif qui s'appelle les Mamans de Louvre, que j'ai rencontré à différentes reprises, mais pas que,
Et les gens sont en train de s'organiser pour faire exploser ces abominations. Et la base de ces abominations, c'est les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, c'est une horreur. Et dans les droits de l'enfant, il y a les droits sexuels. Et on se souvient d'ailleurs que le scandale avait été quelque peu révélé depuis plusieurs années de ce qui se passait en Allemagne, où là, précisément, beaucoup de parents se sont vus prendre leurs enfants par l'autorité parce qu'ils refusaient d'envoyer leurs enfants suivre les cours d'éducation sexuelle. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et il y a en Angleterre, les services sociaux sont présents. Là, il y a une dame qui s'appelle Margaret Humphrey, qui est une personne absolument exceptionnelle, qui a révélé les trafics d'enfants entre les orphelinats britanniques et la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et elle raconte que, c'est par son intermédiaire qu'on le sait, les services sociaux assistent aux accouchements. Et si la mère est trop pauvre, on l'arrache. Et c'est tellement vrai que vous avez des bateaux, vous aviez, parce que maintenant ça n'a plus de sens puisque ça se fait en France aussi, des bateaux de jeunes Anglaises qui viennent accoucher en France pour qu'on ne leur vole pas leur bébé. Et on leur volerait leur bébé, pourquoi? Mais pour le bien de l'enfant, au nom des droits de l'enfant. L'enfant, il a le droit à avoir du confort. Ben oui, c'est un droit de l'homme, le confort. Hein? Le droit d'avoir des joujoux, le droit d'avoir sa chambre, le droit etc. Puis le droit de coucher, le droit de changer de sexe. Donc maintenant, les autorités s'arrogent le droit d'arracher les enfants aux familles. Il est temps de réagir. Il est temps de réagir. Et qu'on arrête, 1, avec les droits de l'enfant, 2, avec les parents n'ont que des devoirs. Les parents ont des droits. Ils ont le droit d'élever leurs enfants comme ils l'entendent. C'est d'ailleurs un droit reconnu. Pour autant que j'ai compris, c'est un droit qui est reconnu par les Nations Unies, alors qui prêche le pire et le meilleur à la fois, mais il faut savoir se servir des armes dont on dispose. Le droit de choisir l'éducation pour ses enfants, je crois que c'est encore un droit reconnu par les Nations Unies. Alors, revenons un petit peu aux racines de tout ça, et donc à la fois cette sexualisation des enfants et puis ce développement de l'idéologie du genre auprès des plus petits dans les écoles. On peut évidemment relier ça directement au programme de Kinsey et à celui de l'UNICEF. Est-ce que justement vous pourriez un petit peu établir de façon synthétique l'historique de tout ça? Alors l'historique de tout ça, c'est que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un savant fou, qui était présenté comme un grand génie, a publié un double rapport sur prétendument la sexualité des hommes, qui a été son premier rapport, et la sexualité des femmes, qui est le second. Alors le premier c'est 47-48 je crois, ou dans ces eaux-là, le deuxième c'est le début des années 50, disant que toute la morale sexuelle américaine est un leurre. C'est-à-dire qu'il disait si on appliquait véritablement les lois sur la moralité publique à la lettre, il faudrait mettre la moitié de l'Amérique en prison. Voilà. Alors, dans les grandes lignes, puis après on va rentrer dans le détail, dans les grandes lignes, l'homosexualité, mais qu'est-ce que vous croyez? Tout le monde a au moins essayé une fois, arrêtez votre char, tous les hommes y sont passés, donc pas tous, bon allez, en tout cas 1 sur 10, largement, et puis beaucoup plus, l'Amérique elle est pour ça, dit quoi? Non, pas possible, si c'est scientifique. Kinsey était scientifique, il avait apporté une approche scientifique de l'étude de ces choses-là. L'avortement, qu'est-ce que vous racontez? Mais une femme sur 2 a avorté. Quoi? Mais non, mais quoi? Mais c'est un crime. Mais non, mais pas du tout. Mais attendez, mais non. La fidélité, les femmes fidèles, vous plaisantez. Voilà. Il a présenté de l'Amérique une vision d'elle-même qui était totalement contraire à celle qu'elle avait. Donc, il a expliqué, tout le monde couche avec tout le monde trouve ça bien, mais il n'y a plus qu'à. Faites comme les autres. Et l'instinct grégaire, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Des travaux qui étaient financés par la Fondation Rockefeller. Alors, l'intérêt, c'était de savoir que c'était la Fondation Rockefeller qui finançait et la CIA qui pilotait. Mais ça, on le saura qu'après. Alors, l'aspect le plus dramatique, le plus épouvantable du rapport Kinsey, c'est une dame exceptionnelle, décédée aujourd'hui, qui s'appelait Judith Reisman, qui l'a découvert. Elle a lu le rapport Kinsey, qui a été vendu quand même à des centaines de millions d'exemplaires dans le monde, et que personne apparemment n'a lu avant Judith Reisman, parce que vous achetez le rapport, vous le mettez dans la bibliothèque, vous dites je l'ai lu. Elle a lu le rapport. Et elle est tombée sur un tableau qui dit nombre d'orgasmes des enfants au cours d'une séance. Orgasme des enfants. Elle voit des enfants de 3 mois, des enfants de 3 ans, des enfants de 6 ans. Et les enfants de 3 ans, il a eu
7, 8 orgasmes en 24 heures. Il me dit, mais il a dormi entre quelle heure et quelle heure? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce tableau? Qu'est-ce que c'est que ce tableau? Elle a pris sa plume, et le Kinsey était mort à ce moment-là, c'était dans le courant des années 80. Elle a pris sa plume et elle a écrit aux survivants de l'Institut Kinsey, qui étaient les dirigeants encore de l'Institut Kinsey au moment où elle en écrit, en disant, c'est quoi ces orgasmes? C'est quoi? Réponse, nous les stimulions manuellement et oralement. Elle a dit, quoi? Qu'est-ce qu'elle a enquêté et elle a découvert que Kinsey avait fait violer des gosses par un pédophile notoire et que quand les enfants hurlaient, s'évanouissaient, faisaient des convulsions et tentaient de fuir, ils notaient en face orgasme. C'est-à-dire que la sexualisation des enfants passe par une imposture fondée sur un crime abominable. Et les conclusions de Kinsey sont: les enfants sont sexuels dès la naissance. Et tous les programmes de l'ONU actuels, ceux de l'ONU, ceux de l'UNICEF, ceux de l'Europe, ceux de l'Organisation mondiale de la santé, sont fondés sur les recherches de Kinsey. C'est-à-dire qu'on viole des enfants, chaque fois qu'ils hurlent, on dit « il a joui ». Donc il peut jouir, donc les enfants peuvent jouir. Donc on abolit toute la morale. On est face à un crime d'une ampleur, d'une horreur absolue. Et Judith, toute seule, elle a eu tous les lobbies contre elle. Elle a eu, c'est extraordinaire le combat de cette femme. Elle était une petite dame, immense, toute petite. Je me regardais comme ça. Un jour, j'ai fait rencontrer Sora. Rappelez d'ailleurs un peu justement aussi le curriculum vitae de Judith Reisman, parce que voilà, alors, elle a travaillé pour le FBI aussi. Elle a été experte. Elle a reçu du président Reagan une bourse d'études, parce qu'elle a fait un doctorat en communication. Elle a voulu étudier, quand elle a découvert, bon, je ne peux pas vous parler tout vous dire maintenant. Mais c'est pour donner, pour démontrer la crédibilité de la personne. Absolument. Elle a fait un doctorat en communication pour étudier dans les médias l'insinuation gravement. Alors, elle, son combat, c'était pas contre la pédocriminalité, c'est contre la criminalité sexuelle. La criminalité sexuelle, y compris contre les femmes, y compris contre les hommes. C'est la criminalité sexuelle qui l'intéresse, et elle est allée regarder dans la presse, notamment dans Playboy, mais dans toute cette... Bon. Et alors, elle a eu, armée d'un doctorat, elle a reçu du président Reagan une bourse précisément pour étudier l'influence de cette littérature sur les crimes. Et elle n'a jamais pu faire son... Elle a été obligée de rendre l'argent. Elle n'a jamais pu faire son étude. Parce que les lobbies, notamment les lobbies LGBT, se sont déchaînés contre elle. Et on lui a retiré... C'est effrayant. C'est effrayant. Les menaces de mort, elle a été mise en cause, sa crédibilité a été mise en cause, elle a été traînée dans la boue, elle n'a jamais fléchi. Elle n'a jamais fléchi. On lui a... ce qu'elle ne pouvait pas faire à titre officiel, elle l'a fait dans des livres, et les livres, ils se sont passés sous le manteau, et puis c'est comme ça qu'ils sont arrivés un jour. Alors moi j'ai fait sa connaissance, parce que mes recherches sur précisément la sexualisation des enfants ont fait qu'à un moment donné, et j'en parlerai cet après-midi, ont fait qu'à un moment donné je l'ai croisée. Et j'ai dit un jour que je faisais une conférence, je parlais de ses travaux, j'ai dit il faut absolument traduire Judith Reisman en français. C'est extraordinaire que pas une université n'a pris la responsabilité de traduire cette dame en français quand même. En France, on n'a pas des facultés qui font de la psychologie, non, rien. Alors ils traduisent Kinsey, ils font du Kinsey, mais Judith Reisman, personne ne pourra la traduire. Moi monsieur. Alors, j'ai dit un jour à une conférence, il faut absolument traduire Judith Reisman en français. Et il y a un monsieur qui s'approche de moi, qui me dit, alors il m'a dit, je suis catéchumène. Je ne suis pas encore baptisé, mais c'est pour bientôt. Je me propose de traduire, je suis professionnel de la traduction, je vous propose de traduire le livre de Judith Reisman. J'étais à côté de Soral. J'ai dit, tu le publies? Il me dit, je le publie. Et Soral, avec sa réputation d'antisémite, avec un catéchumène inconnu, ça a sorti le premier livre de Judith Reisman en français. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter que maintenant il faut lever des fonds pour traduire Judith Reisman en français. Elle est traduite en français. Ensuite, les éditions Saint-Rémy en ont traduit un deuxième. Et ensuite, elle m'a envoyé son dernier texte avant de mourir.
Son dernier texte, il faisait une centaine de pages. Je l'ai fait traduire, j'ai supervisé la traduction. Donc Judith Reisman est disponible en français. Si on vous demande des sous pour traduire Judith Reisman, sachez que c'est une arnaque. Hein, si jamais vous entendez parler de trucs comme ça. Donc le travail de Judith Reisman, il se passe par la voie militante. Il est impossible, elle a demandé, et encore, et c'est terminé, elle ne demandera plus, mais on peut le faire à sa place, qu'une commission d'enquête indépendante soit mobilisée pour étudier les travaux de Kinsey. Personne ne veut prendre cette responsabilité. Personne. Donc les horreurs de Kinsey sont relayées par l'Organisation mondiale de la santé, entre autres, et toutes les références, c'est Kinsey. Et par l'UNICEF, et par l'UNICEF, il faut aussi ajouter... Alors, l'ONU, l'UNICEF et l'UNESCO. L'UNESCO, la culture et l'Europe. Et le gouvernement français. Et vous savez, on a un ministre, je crois, hein, qui s'appelle Pape Ndiaye. Il a dit l'important, la priorité, c'est l'éducation à la sexualité. Vous vous rendez compte? L'éducation sexuelle, c'est l'éducation à la reproduction. C'est au moins les informations sur... Non, c'est l'éducation à la sexualité. C'est-à-dire l'éducation aux pratiques sexuelles qui ne regardent pas... Un, ça ne regarde pas les enfants, et deux, ça ne regarde pas le public. Ça ne regarde pas le public. Ces choses-là, une des conséquences, pas les moins dramatiques, peut-être pas la plus dramatique, mais pas les moins dramatiques, de la sexualisation, c'est que le sexe est devenu public. Le sexe relève de l'intimité. Ça relève de l'intimité. Et on est assommé de sexe et de stimulation sexuelle parce que le sexe est devenu un enjeu public. Ça n'a pas... Il faut faire retourner le sexe d'où il n'aurait jamais dû sortir, à savoir l'intimité. L'intimité. Et toutes ces démonstrations de machin, et je suis fier d'être homo, et je suis fier d'être... Il n'y a pas à être fier, il n'y a pas à être fier. On est comme on est, hein. On s'en arrange avec sa conscience et avec ses proches, on n'a pas à le faire savoir sur la place publique. C'est là une des conséquences de cette grande arnaque Kinsey, c'est que maintenant le sexe est devenu un enjeu public. Je suis désolé, mais ça n'a pas à l'être. Ça n'a pas à l'être. Et après, c'est une affaire de conscience. Les mœurs, ça regarde quoi, les mœurs? Les mœurs, c'est ce qui définit le bien et le mal. Donc on a une définition du bien et le mal public, et ensuite on a une pratique privée. Et le sexe doit rentrer d'où il n'aurait jamais dû sortir, c'est-à-dire dans l'alcôve. Mais il faut bien dire aussi qu'aujourd'hui, justement, tout cela entre dans le plan du nouvel ordre mondial. Il s'agit de déstructurer la famille, de déstructurer tous les comportements de la société, et donc de nous amener à avilir la population pour mieux la maîtriser. C'est un avilissement généralisé. Moi, la première fois que j'ai vu, enfin c'est Dieudonné qui avait mis ça en ligne. Excusez-moi, je vais être choquante. Alors, je suis toujours choquante dans mes trucs parce que je traite de sujets scabreux. Mais un jour, Dieudonné a mis une vidéo où on voit, à Strasbourg, dans une avenue, sous un lampadaire, un couple qui se sodomise, en pleine rue. C'est bon, là. Non, mais c'est bon. On va où? C'est pas on va où? On est où? Oui, on est chez les fous. C'est le diable. C'est le diable. Franchement, est-ce qu'il y a plus beau que l'amour? Ben, il n'y a plus d'amour là-dedans. J'ai étudié tous les textes. Jamais le mot amour n'est prononcé. Jamais. Dans tout ce qu'ils appellent l'éducation à la sexualité. C'est la dépravation. Jamais. C'est très exactement ce qui est, dans toutes les grandes religions, considéré comme un péché grave. C'est-à-dire, c'est la luxure. C'est-à-dire la recherche du plaisir pour lui-même. Et un jour, un type qui m'agresse et qui me dit « Mais enfin, le plaisir, c'est important. » Je dis « C'est évident que c'est important. Mais si on n'avait pas le plaisir à se reproduire, on ne se reproduirait pas. Mais vous prenez le but pour le moyen et le moyen pour le but. Renversé. Tout à fait. Le plaisir, c'est le cadeau du bon Dieu pour que la vie puisse se perpétuer. Et vous en faites de l'horreur. D'autant que, si j'ai bien compris, c'est un plaisir qui ne... à partir du moment où on sait qu'il recommence immédiatement après, c'est qu'ils n'ont pas eu de satisfaction. Je veux dire, c'est jamais un accomplissement. C'est jamais un accomplissement. C'est une succession d'excitation, excitation et apaisement pas apaisement, et satisfaction qui remène qui pousse à recommencer immédiatement après. C'est jamais apaisant. C'est jamais de la paix.
C'est jamais de la paix, donc c'est toujours plus. Et j'avais une amie que j'avais rencontrée qui s'était beaucoup battue, c'est elle qui m'a expliqué ce que c'était que les réseaux pédophiles. Elle me dit, il y a quelque chose d'absolument dramatique chez ces gens-là, c'est qu'ils ont besoin de toujours plus. C'est toujours plus. Ce qui les a excités la fois d'avant n'est plus suffisant. Et Judith Reisman l'a très bien expliqué. Il dit c'est une excitation, à partir du moment où c'est dépravé, où il n'y a jamais de l'amour, ça va être ce qui va être un peu bizarre, et puis après bizarre, ça va être un petit peu violent, puis après ça va être l'atroce, et puis après dans l'atroce, il en faudra toujours plus. C'est diabolique. C'est diabolique. C'est diabolique. On se bat contre le diable. Et je voudrais dire une chose concernant mon amie Judith. Judith m'a dit, je ne croyais pas en Dieu. Un jour j'ai vu le diable. Et maintenant, je crois en Dieu. Justement, mais c'est une belle transition pour parler de la question suivante. Je voulais traiter avec vous, Marion, de l'importance de la foi dans le combat que vous menez. C'est essentiel. C'est essentiel. C'est-à-dire que si on se bat pour voir le résultat du combat, on ne se bat pas. Parce qu'on a l'impression que la victoire se recule et que si on veut se battre contre des choses aussi horribles, il faut se dire je ne verrai pas, mais ça ne sera pas en bas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'au-delà, on ne fait rien. S'il n'y a pas d'au-delà, on ne fait rien. On ne fait rien parce qu'on est tout de suite désespéré. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et moi, si je meurs maintenant, j'y suis arrivé quand même, parce que j'ai fait ma part. Alors j'espère bien continuer de vivre longtemps, parce que j'aime la vie, et Dieu sait. Et qu'il y a encore du pain sur la planche. Et qu'il y a encore du pain sur la planche. Mais ce que je veux dire, c'est que la foi, c'est essentiel pour mener un combat dont on doit accepter qu'on n'en verra pas le résultat. C'est-à-dire que c'est au-dessus de soi. C'est au-dessus. C'est au-dessus. C'est au-delà et c'est au-dessus. Et c'est très très stimulant pour avancer. C'est très très stimulant. Je pense que sans la foi, on ne fait rien. Ou alors on fait, et puis on dit, ah ben ça marche pas. Puis... Oui, voilà, c'est ça. C'est l'action, c'est l'activisme stérile d'une certaine façon. Absolument. Et désespérant. Oui, tout à fait. Et désespérant. Tout à fait, parce qu'on n'en voit pas les résultats immédiats, donc on se lasse, on désespère, on change de crèmerie, et on reste dans l'insatisfaction permanente. Et moi, je ne suis jamais désespéré. Ah si, de temps en temps, j'ai des moments de désespoir, alors je m'assieds tranquillement et j'attends que la crise me passe. Quand je suis reparti, c'est reparti. Je ne me permets pas de désespérer, ma religion me l'interdit. Voilà. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Et Judith, elle s'est convertie comme ça. Je pense vraiment, c'est ce qui nous distingue, nous catholiques, de ceux qui n'ont pas la foi, c'est que la vertu d'espérance nous aide à supporter toutes les horreurs que nous voyons défiler sous nos yeux. Ouais, exactement. Exactement. Alors, parlons maintenant de votre actualité. D'abord, faisons la transition avec le premier sujet que nous abordions, c'est que nous étions, il y a quelques dimanches derniers, nous étions ensemble à Paris pour honorer Sainte Jeanne d'Arc. Et puis, donc Marion, vous serez bientôt à Saint-Pétersbourg pour honorer Sainte Jeanne d'Arc. Ah voilà, j'avais un ami qui est décédé maintenant, un garçon absolument merveilleux qui s'appelait Alain Hugon, qui m'a convaincu que Jeanne d'Arc par-ci, Jeanne d'Arc par-là, il me renouvelait avec nous pour Jeanne par-ci, Jeanne par-là. Alors je suis déjà venu à différentes reprises, mais c'est parce que c'est mon amitié pour Civitas, pour des défilés, mais en faisant connaissance avec Alain Hugon, j'ai connu ces gens qui vont sur les pas de Jeanne d'Arc, qui font des pèlerinages Jeanne d'Arc, et puis je m'y suis jointe, et un jour on m'a dit, il y a un type extraordinaire qui a fait une statue merveilleuse de Sainte Jeanne d'Arc, mais une statue d'une beauté mais renversante, c'est pas du tout la guerrière, c'est la jeune fille, mais une statue de toute beauté. Et Alain Hugon m'a dit, il y a une souscription, est-ce que tu veux souscrire? J'ai souscrit, j'ai dit, hop, j'ai envoyé un chèque qui est substantiel, et on m'a dit, t'auras droit à ton nom sur la stèle. Je me suis dit, mais alors la stèle de quoi? Eh bien, cette statue de Sainte Jeanne d'Arc a été faite par souscription comme cadeau du peuple français au peuple russe. Et cette statue va être inaugurée sur la principale avenue de Saint-Pétersbourg, où elle est déjà arrivée. Alors il y a eu la crise Covid qui nous a empêchés d'y aller. Dans l'intervalle, mon cher Alain Hugon est décédé, paix à son âme. C'était un garçon absolument merveilleux, donc je vais aller à Saint-Pétersbourg sans lui. Le billet, le voyage est en train d'être organisé. L'inauguration va avoir lieu au mois d'octobre, début octobre à Saint-Pétersbourg. Et je me réjouis d'aller passer une semaine à Saint-Pétersbourg. Alors, l'amitié franco-russe, c'est comme une vieille histoire. Hein, c'est comme une vieille histoire. Hein. Voilà. Et
cette statue est tellement belle. J'ai jamais eu une émotion devant une statue comme ça. Elle est de toute beauté. Donc je vais me retrouver avec un certain nombre d'amis que Anne Brassier. Avec Anne Brassier notamment. Et nous allons passer une semaine à Saint-Pétersbourg. Alors il y a eu l'inauguration, le dévoilement de cette statue dans la cour de l'ambassade du centre culturel russe à Paris il y a 2 ans, et j'y étais aussi. C'est émouvant en diable. C'est là que j'ai vu à ma grande honte que les femmes russes savent encore ce que c'est que de s'habiller en jolie robe longue, alors que nous on était toutes, oh là là mon Dieu. Alors moi je vais sortir une robe longue pour l'inauguration de Saint-Pétersbourg. Parce que alors vraiment l'élégance française c'est quand même quelque chose qui a existé et qu'il est question maintenant de rétablir. Et j'ai fait mon compliment à ces femmes russes qui avaient mis une robe longue pour l'inauguration de Jeanne d'Arc. Nous, on n'avait pas été fichus de le faire. Voilà. Donc ça, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur pour moi que d'aller faire un tour à Saint-Pétersbourg. Je crois que c'est la plus grande avenue de Saint-Pétersbourg et la statue est au milieu. Au milieu. Ah, c'est beau, hein. Ce serait une belle fierté pour tous les Français attachés à Sainte-Jeanne d'Arc. Ah oui, à Sainte-Jeanne d'Arc, attachés à la foi et attachés à l'amitié entre les chrétiens. Alors votre actualité vous mènera aussi cet été au Japon, paraît-il. Alors ça c'est extraordinaire. Un jour j'ai reçu un message comme ça de quelqu'un qui me dit « Je suis un tel, je suis au Japon. Nous sommes une communauté de Français au Japon, nous sommes catholiques, nous sommes royalistes, et nous nous intéressons beaucoup à ce que vous faites, est-ce que vous viendriez au Japon ?» J'ai dit « Alors là, ben évidemment !» Je devais y aller une première fois, il y a eu le Covid. Je devais y aller une deuxième fois, il y a eu le Covid. Et là, la troisième, ça va être la bonne. Donc, je vais dire... Alors, j'ai quand même fait 2 conférences de chez moi, en vidéo, pour leur parler de mes sujets sur la Révolution française, sur l'imposture des Lumières, sur toutes ces choses-là. Et là, je suis attendue autour du 14 juillet. Et c'est un cercle, alors c'est à la fois un cercle de Français légitimistes, mais également d'universitaires. Enfin, je vais aller faire un tour au Japon. Un de ces charmants Français expatriés m'a envoyé comme petit cadeau une petite vidéo d'1 minute où on voit une dame japonaise dans son salon qui dit « Mais oui, je connais Marion Signet, je connais toutes ces vidéos. » C'est pas possible, il y a des Japonais qui parlent français, qui s'intéressent à mon travail. On est une petite planète. Moi, je voudrais dire quelque chose. Je sais que j'aurai jamais la gloire, c'est-à-dire cette super notoriété, de toute façon elle est diabolique, donc elle ne m'intéresse pas. Mais cette reconnaissance-là, je m'en nourris jour après jour, et je remercie le bon Dieu à chaque fois que j'ai des signes de reconnaissance comme ça. C'est extraordinaire. Vous savez, un merci, un bisou, une conversion aussi. J'ai envie de dire, conversion. Le nombre de gens qui sont venus me voir en me disant qu'ils s'étaient convertis. Alors je ne parle jamais de religion dans mes conférences. Je parle des faits. Uniquement, je fais des conférences historiques. Et ça déchire le voile des mensonges qui cachent la vérité sur notre religion, et les gens reviennent à la foi. Là, à Noël, j'ai eu j'étais de nouveau marraine. De nouveau à Noël, à Pâques, à la veillée de Pâques. Et là, cette femme, cette amie qui vient de se faire baptiser, entraîne derrière elle ses enfants, ses petits-enfants. Enfin, Non, il y a une... Il y a des raisons d'espérer. Il y a des raisons d'espérer, on les voit absolument journellement. Ouais. Donc le Japon, ça va être de nouveau... Enfin bon, je ne peux pas tout vous révéler, mais je m'apprête à partir autour du 14 juillet, ce qui tombe bien, parce que le 14 juillet, pour moi, c'est plus une fête maintenant. Le 14 juillet, c'est l'horreur. Donc je vais passer le 14 juillet à Tokyo. C'est pas beau, ça? Tout à fait, c'est un beau dépaysement. Pour le combat contre-révolutionnaire. C'est exactement ça, c'est le combat contre-révolutionnaire. Ouais. Enfin, c'est le combat pour la vérité, en fait. Bien sûr. Si la révolution a fait des belles choses, je serais la première à le dire. Alors je le trouve. Mais... Alors, mais là encore, c'est une bonne transition. Parlez-nous maintenant des livres en cours. Alors je suis embêtée parce que j'en ai 4 en cours. C'est quand même beaucoup. Et du coup, comme je continue de faire des conférences, je n'arrive pas à en terminer aucun. Alors, j'ai un livre que je tiens absolument à faire sur Judith Reisman. C'est absolument essentiel. Une de mes amies m'a dit « Marion, est-ce que tu te rends compte que les livres de Judith font passer à côté de Judith ?»
Elle a écrit des bouquins énormes, totalement référencés, inattaquables, magnifiques, qui sont des livres pour spécialistes, qui ne sont pas des livres en public. Mais elle, on ne la connaît pas. Elle m'a dit, toi, tu l'as connue très bien. Il faut la faire connaître, elle, et en la faisant connaître, elle, montrer son combat. Je lui ai dit, bonne idée, je me suis mise en relation avec sa meilleure amie, qui est venue chez moi, parce que Judith ne voyageait pas sans son ange gardien. Et son ange gardien, c'est Alissa. Donc j'ai eu Alissa chez moi avec Judith et je l'ai retrouvée à Montréal. Enfin, donc Alissa, je lui ai dit, je voudrais écrire un livre sur Judith. Elle m'a dit, voilà, on t'ouvre nos archives, tu viens quand tu veux. Et elle a également son avocate, Mary McAllister, qui est gardienne de toutes ces archives. Et ces deux dames sont d'accord pour m'aider en tout. Mais bon, le site de Judith est à ma disposition, je lis l'anglais, je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Donc j'ai commencé à écrire un livre sur Judith et je suis allée retrouver ses aïeux dans la Pologne du 19e siècle où ils étaient communistes. Enfin, c'est vraiment... Alors, il faut étudier le contexte. Alors j'étudie également le contexte de ce que c'était que c'est. Alors ces juifs polonais avec des noms allemands qui étaient sous domination russe. Il faut faire un peu d'histoire pour comprendre. Comment est-ce qu'on peut avoir un nom allemand, être à Varsovie et être citoyen du tsar? Bon, bah, ça c'est de l'histoire. Donc je suis remontée un peu là-dessus. J'ai vu qui étaient ses parents, ses grands-parents. Judith était une américaine native, fille d'américains natifs, c'est-à-dire petite fille de juifs polonais. Mais elle était native américaine et son père et sa mère étaient natifs américains. Donc il ne faut pas nous la jouer qu'elle a fui le nazisme. Il ne faudra pas nous la jouer comme ça. Hein, ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. Ce qui n'empêche pas qu'elle a fait les études qu'il fallait dans ce sens-là. Voilà. Donc, montrer sa jeunesse, son enfance, et surtout sa découverte à travers son drame personnel, sa découverte et son combat. Et j'ai tout en main. J'ai commencé à écrire. Je n'ai évidemment pas d'éditeur. J'ai demandé, je ne veux pas dire qui, mais quelqu'un vient de me refuser. Non, nous, ce qu'on veut, c'est des sujets positifs. Je dis comme si Judith Reisman, c'est pas un sujet positif parmi les positifs. Il n'y a pas plus positif que ça. Bon, mais on ne peut pas forcer les gens. Donc, je vais chercher un éditeur. Je pense que je vais trouver sans difficulté. Et je vais absolument terminer ce livre. J'ai commencé un livre au moment où j'ai rencontré Soral, c'est-à-dire il y a maintenant plus de 10 ans. Je l'ai arrêté parce que j'ai rencontré Soral. J'ai continué mes recherches et je suis fin prête pour le rédiger, sauf que je ne l'ai pas rédigé, c'est le pain du peuple. C'est comment on est passé du pain, objet sacré, objet de toute la sollicitude des autorités du roi, etc., à le pain est une marchandise comme une autre, comme l'argent, d'ailleurs l'argent est une marchandise comme une autre, et comment on en est arrivé au monde de dingue dans lequel on vit. Donc ce livre, j'ai plus qu'à l'écrire, toute la recherche est faite, le plan est fait, et j'ai pas le temps parce qu'il faut que j'écrive le livre de Judith. Mais il y a un autre livre que j'ai commencé également, c'est sur les jésuites, parce que je n'en peux plus d'entendre les imbécilités qui se débitent sur les jésuites. Il y a une vérité à dire, d'abord les jésuites, lesquels? Ceux d'avant 65 ou ceux d'après 65. Quelqu'un qui ne comprend pas la question, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le sujet. Alors il est prié, s'il ne connaît pas le sujet, d'arrêter d'en parler. Quelqu'un me dit, oui, mais les jésuites, ceci, cela. Lesquels? Comment ça, lesquels? Vous ne comprenez pas la question, parlez d'autre chose. Allez étudier. Il y a eu un renversement de la Compagnie de Jésus à la Congrégation Générale de 1965. Donc ce que sont les jésuites depuis et ce qu'ils étaient avant, on ne parle pas de la même chose. Et moi, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, parce que ma découverte des jésuites a été un des chocs de mes recherches. Je m'attendais à trouver des gens odieux, et partout où je les ai croisés, ils sont quand même formidables. Ils sont quand même formidables. Et je pense que c'était vraiment un ordre exceptionnel. Est-ce qu'ils auraient fait des erreurs qu'ils n'ont fait pas? Je ne sais pas. De toute façon, ce que je sais, c'est que tout ce qu'on leur reproche est faux. Est faux. Et j'ai été absolument affolée de recevoir un jour, mais vraiment, là j'ai dit, là maintenant, il faut que je fasse quelque chose, et c'est là que j'ai fait cette conférence. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo interminable, des heures et des heures et des heures, envoyée par une bonne femme, une Hollandaise, qui explique que le nouvel ordre mondial va s'effondrer, que ça y est, que la vérité est en train de se faire jour, et qu'il est temps de découvrir que le nouvel ordre mondial, c'est Jésus. Qu'est-ce que c'est que cette folle? Mais alors, elle dit des choses qu'on a envie d'entendre sur la franc-maçonnerie, et au milieu, elle met les jésuites.
non mais c'est bon là, c'est bon. Si j'avais pas fait toutes les études que j'ai faites et toutes les recherches que j'ai faites, je me serais fait prendre. Je me serais fait prendre. Sauf que... Mais il faut dire que ces gens-là discréditent le combat contre le mondialisme. Mais complètement, mais de toute façon, ce sont des agents. À partir de... Alors moi, j'ai un double critère pour savoir qui est sérieux et qui ne l'est pas. C'est la façon dont on me traite. Quelqu'un qui dit oui, Marion Sigaud elle est l'extrême droite, c'est qu'il n'a pas lu ce que j'ai écrit. Donc ça veut dire qu'il se renseigne sur Wikipédia. Quelqu'un qui se renseigne sur Wikipédia, laisse tomber. Laisse tomber. Je cherche quelqu'un de sérieux. Donc la façon dont on me traite et la façon dont on traite les jésuites. C'est un double critère. Vous faites des études d'histoire. Oui, le jésuite, non. Attends, lesquels? Bon, alors vous n'y connaissez rien. Suivant. Et là, il y a vraiment quelque chose à écrire sur les jésuites. Et j'ai envie de le faire. Tout ce qu'on raconte, toutes les horreurs qui ont été racontées sur les jésuites, ce sont des horreurs qui ont été racontées dès le début. Ce sont les mêmes systématiquement. Et c'est toujours par les mêmes. Je vais dire une énormité. Les mêmes qui ont condamné Jeanne d'Arc. Ce sont les mêmes à une autre période qui se sont dressés contre les jésuites. Ce sont les gens de pouvoir qui ne veulent pas obéir à la loi commune. Ça sera l'université, ça sera les parlements, et après ça sera les loges. Et socialement, c'est les mêmes. Ah, ce sera passionnant. On attend avec impatience votre nouveau livre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme livre? Alors, là, c'est ça, il y a sur Judith, il y a le... Ah, puis j'ai envie d'écrire. J'ai envie de réécrire. Il faudra que Dieu me prenne vie. Il faudra que Dieu me prenne vie parce que ça fait beaucoup de travail. Le premier livre que j'ai écrit s'appelait Le Petit Coco. C'est un livre que j'ai écrit, que j'ai publié en 1989, que j'ai écrit en pleurant à chaudes larmes. C'est ma jeunesse. C'est l'horreur de... Je l'ai relu récemment. J'ai résolu énormément de choses depuis ce livre. Surtout, quand j'ai écrit ce livre, j'étais complètement à gauche. Je peux réécrire absolument la même chose, mais en retirant toutes les considérations gauchistes de l'époque. Et en plus, j'ai trouvé le nœud de ce qui m'a fait basculer. J'ai basculé, j'ai été une jeune fille absolument très bien, et j'ai basculé dans la folie, dans le... 50 ans après, ça remonte. J'ai retrouvé quels sont mes traumatismes d'enfance. Et je me demande s'il ne faudrait pas que je réécrive Le Petit Coco. Mais ça sera mon dernier bouquin. Donc c'est pas pour tout de suite. Non, parce qu'avant ça, il y a aussi le tome 2 de Voltaire. Alors Voltaire, encore de quoi en raconter. Oh, il y a encore de quoi en raconter sur Voltaire. Voltaire, ce que j'ai écrit, c'est une petite partie de ce qu'il y a à dire. D'ailleurs, c'est la conclusion de mon livre. Maintenant... on a parlé de la barre, on a parlé de Calas. Après, on va vous raconter comment il a fait pour envoyer en prison tous ceux qui lui faisaient de l'ombre. C'est extraordinaire. Alors, Voltaire et Élie Fréron. Voltaire et comment il s'appelait, Laurent Ogliviel, le jeune de... Comment s'appelait ce jeune homme de l'affaire Calas? Voltaire a envoyé des gens en prison de façon épouvantable, éhontée, et pour plaisir. Pour plaisir. Et il était tellement influent que ces gens suppliaient que... Non, rien à faire. Il avait le bras suffisamment long pour laisser les gens en prison. Pour rien. Et Élie Fréron, qui était un excellent critique littéraire, il en est mort. Un jour, il a dit, là, je peux plus. Il a fait un infarctus. Là, c'est trop. Il l'a envoyé en prison. Il a fait envoyer en prison des gens, mais ça, je l'ai écrit dans ce tome-là, je crois, oui, académicien, il a fait envoyer en prison des libraires qui avaient publié, sans autorisation, des pamphlets contre lui. Or, les autorisations, les autorités elles regardaient ailleurs. On savait très bien qu'il fallait des autorisations, qu'il y avait des tas d'autorisations qui n'étaient pas demandées. Donc tous les libraires le faisaient. La censure. Et lui, il est allé faire activer la censure, il est allé faire arrêter des libraires et mettre en prison alors qu'ils avaient femmes et enfants à nourrir. Parce qu'ils avaient publié sans autorisation des trucs qui disaient du mal de lui. C'est pas beau ça? Non, il y a encore plein de trucs à raconter sur Voltaire. Eh bien, merci Marion pour cet entretien. On passerait des heures et des heures à traiter de l'actualité avec vous. En tout cas, merci pour ce bel aperçu. Merci Alain, merci à Civitas, merci à Mediapresse Info. À très bientôt Marion. Au revoir.